L'innovation est au cœur de nos vies. La recherche et le développement donnent lieu à des découvertes qui améliorent notre qualité de vie et en même temps donnent un coup de pouce à l'environnement. Et souvent tout part d'ici, au Bas-Saint-Laurent. Chez nous, on arrive à faire autrement. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Faire autrement. Ça vous est peut-être déjà arrivé lorsque, attablé chez vous ou au restaurant près d'une fenêtre, par exemple, vous avez un côté du visage froid et l'autre chaud. C'est assez désagréable. Eh bien, grâce à l'innovation développée par Prelco à Rivière-du-Loup, tout ça est chose du passé. On en parle avec Richard Landlet, qui est vice-président exécutif chez Prelco. D'abord, parlez-moi de l'importance de la recherche et du développement chez Prelco. Bien, nous autres, la recherche et développement chez Prelco, c'est sûr que c'est important. Une bonne partie de notre business repose au niveau du transport. Alors, nos clients, c'est des Bombardier, c'est des Siemens. Alors, chaque contrat qu'eux vont chercher, c'est des contrats différents avec différentes villes. Alors, il y a toujours des technologies ou des choses qu'il faut ajuster. Alors, la recherche et le développement est omniprésente pour ces clients-là. Il faut, jusqu'à un certain point, anticiper le besoin. Oui, effectivement. Est-ce que c'est ce qu'on a fait avec ce verre chauffant? D'abord, comment on est venu avec cette possibilité-là, cette idée de développer un verre chauffant? Bien, l'idée du verre chauffant, chez nous, du verre chauffant, on utilise depuis plusieurs années. C'est utilisé dans le domaine du transport, les pare-brises, sur les tramways, sur les locomotives, c'est chauffant. C'est un chercheur de Hydro-Québec qui est venu chez nous pour... Il avait fait une foire, il avait participé à une foire en Europe et il avait vu que les vitrages chauffants étaient très populaires là-bas. Et il trouvait ça un peu inconcevable que ce marché-là n'ait pas développé au Québec. Alors, il nous a demandé si on était intéressé à participer dans un genre de programme de recherche pour pouvoir développer un produit qui serait plus adapté à nos conditions climatiques au Canada et au Québec. Alors, on a dit oui, on met en place l'équipe. Qui en faisait partie? Bien, moi, principalement, il y avait un ingénieur chez nous et moi-même. Au tout début, c'était embryonnaire comme projet. Alors, petit à petit, on a formé une équipe avec Hydro-Québec et c'est là que le projet a débuté. Bon, quelles ont été les difficultés qu'il a fallu surmonter? Bien, une des principales difficultés, c'est lorsqu'on fabrique des pare-brises dans le domaine du transport, l'esthétisme est important, mais souvent, on a beaucoup de possibilités, cacher les fils et rendre ça beau esthétiquement. Mais au niveau résidentiel, et là, c'est une autre chose. Il faut vraiment être affiné, essayer de trouver des endroits qui vont plaire. Et je dirais que c'est l'esthétisme qui a été peut-être le côté le plus difficile. Ouais. Techniquement, fabriquer un verre chauffant, c'est pas si compliqué que lorsque tu possèdes la technologie. C'était notre cas. T'sais. Quelle était-elle, la technologie pour fabriquer un verre chauffant? Vous dites que vous l'avez depuis quand même... Oui, bien, en fait, il existe deux technologies dans le domaine du transport. Ça se trouve être des microfils de tungstène qui sont imbibés dans le PVB. C'est le plastique que l'on retrouve entre les deux couches de verre d'un pare-brise. Alors, ça, c'est une technologie qui est très populaire au niveau du transport, mais qui est impensable au niveau du résidentiel parce que ça crée une distorsion. Alors, la technologie, nous, qu'on utilise, c'est plutôt des verres à couche, c'est-à-dire des verres conducteurs par lesquels, via des amenées de courant, on fait passer un courant électrique à l'intérieur et par effet Joule, il se crée un échauffement de la surface. Comment s'est fait le questionnement? Comment s'est fait? Où on a trouvé la solution pour le côté esthétique qu'il fallait respecter pour le côté résidentiel? Le premier projet, c'était de développer le produit. L'esthétisme, on l'a travaillé avec une firme qui se trouve les fenêtres La Flamme, les portes et fenêtres La Flamme, qui, eux, voulaient intégrer ces thermochauffants-là à leur cadre. Et justement, c'est là que ça a été la difficulté. Parce que si on regarde des fenêtres résidentielles, c'est pas très, très costaud. Alors, il fallait utiliser ces mêmes membrures-là pour passer des fils électriques à l'intérieur de ça. Ça, je dirais que ça a été un obstacle. L'autre obstacle, c'est il y a des fenêtres qui sont ouvrantes. Vous savez, dans des fenêtres résidentielles, il se trouve avoir des battants. Alors, continuer à amener l'électricité via une surface fixe à une surface mobile, ça a été une difficulté.
Restez là, on vous revient immédiatement après la pause. Faire autrement est présenté par Poitras Meubles et Design du 35 Saint-Louis à Rivière-du-Loup. Poitras Meubles et Design, partenaire majeur qui a mis à la disposition de l'équipe le mobilier de l'ensemble de la série. Et par Rivière-du-Loup Honda du boulevard Hôtel de Ville qui a rendu possible le tournage des magnifiques images de la série en transportant l'équipe de production aux 4 coins des MRC de Rivière-du-Loup, du Kamouraska, du Témiscouata et des Basques. Entreprise certifiée ISO 9001-2008 et regroupant 6 usines situées dans l'Est du Canada, le groupe Prelco se spécialise dans la fabrication de verres de sécurité. Comptant plus de 60 ans d'expérience et de savoir-faire, ce manufacturier de produits spécialisés destinés à des applications architecturales et industrielles possède de plus un département de recherche et de développement qui vise à se maintenir à la fine pointe de la technologie et des plus récents développements dans le domaine. C'est en 1953 que l'aventure a débuté à Rivière-du-Loup. Une petite vitrerie du nom de Vitrerie Générale desservait les gens de la région. À ce moment, une dizaine d'employés y travaillaient. Vitrerie Générale distribuait du miroir et du verre, fabriquait du vitrage isolant et des fenêtres commerciales dont elle assurait l'installation. Située dans le quartier Saint-Ludger, la vitrerie déménagea ses installations en 1960 sur le site actuel du boulevard Cartier. La construction de Prelco, à côté de Vitrerie Générale, débute au courant d'avril 1973, toujours sur le site du boulevard Cartier. En 1977, Prelco s'agrandit, faisant passer la superficie totale à 34 000 pieds carrés de plancher. Le 30 janvier 1987, un groupe d'employés des compagnies Prelco et Vitrerie Générale se porte acquéreur des 2 usines de Rivière-du-Loup par l'achat de la majorité des actions. Roger Lavoie, actionnaire majoritaire, devient président des 2 compagnies et forme un nouveau conseil d'administration. Autre agrandissement important, en 1989, alors que les anciens bureaux sont convertis en garage de maintenance, les bâtisses passent à 85 000 pieds carrés de surface. En 2011, Prelco investit 2,7 millions de dollars dans l'acquisition d'une ligne automatisée d'unités scellées. L'ajout permettra de créer 25 emplois et de produire 4 fois plus vite que sur une ligne manuelle. Prelco n'a cessé d'investir au fil des années dans la recherche, le développement et l'amélioration de ses installations. Ces réalisations ne se comptent plus. Aujourd'hui, Prelco et ses filiales, c'est plus de 600 employés au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. 240 personnes travaillent au siège social de Rivière-du-Loup pour un chiffre d'affaires de 65 millions de dollars. Comment on a mis de temps à développer le produit que l'on vous avait demandé à ce moment-là? Ça nous a pris à peu près, ça nous a pris tout proche de 6 mois à développer ça. Oui. À partir du questionnement jusqu'à l'application? Du questionnement jusqu'à l'application. Est-ce qu'on a eu à faire des ajustements? Parce que j'imagine qu'il y a eu une période test. Oui, la période test se faisait presque exclusivement chez nous. Ce qui a été le plus difficile, ça a été la certification. Parce que vous savez, tout ce qui est installé dans le domaine résidentiel ou commercial, il faut que ça soit approuvé soit CSA ou soit UL. Alors, étant donné que c'était un nouveau produit, il n'y avait pas de protocole de test parfaitement établi. Alors, on s'est buté à des noms. On parle de certification électrique, ça, je pense. Là. Une certification électrique. Vous l'aviez pour les États-Unis, alors on pensait que ça viendrait automatiquement pour le Canada, ce qui n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Pour le Canada, ça a été beaucoup plus difficile. Les normes étaient légèrement différentes. Alors, mais l'organisme américain avait une division au Canada et c'est sûr qu'au Canada, il se trouvait y avoir des règles précises. Alors, on a recommencé la certification avec eux, mais en utilisant un protocole d'un appareillage électrique qui existe déjà et qui a été adapté pour les vitrages chauffants. Et ça a très, très, très bien fonctionné. Oui, ça, c'était avant la commercialisation. La période test était effectuée à ce moment-là? En fait, tout ce qui est test fonctionnel au niveau de notre fenêtre, tout était testé, c'était fiable.
Une des applications intéressantes, c'est que, bon, quand on est dans un restaurant, qu'on est assis près de la fenêtre en hiver, on gèle. Oui. C'est aussi une des particularités de ce produit-là et que j'ai pu tester moi-même parce qu'il y en a un à la cage au sport, je pense, effectivement. de ce type-là. Oui, on est assis à côté en hiver et on ne sent absolument rien. Exact. Mais en fait, c'est... l'objectif de ce produit-là, c'est pas du chauffage. C'est créer une zone de confort. Mais ce qui arrive, que lorsqu'on est dans un endroit qui est froid durant l'hiver, surtout proche d'une fenêtre, c'est que la température de cette fenêtre-là se trouve à créer un inconfort. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de température beaucoup plus grande. On passe de 20 degrés à 10 degrés. Alors lorsqu'on est proche, c'est que c'est pas le froid que l'on sent, c'est que c'est notre chaleur à nous qui se transfère à la fenêtre et crée de l'inconfort au niveau de la température. On a un côté du visage qui est à température ambiante et l'autre qui prend la température finalement qui vient de la fenêtre, donc de l'extérieur, et c'est pas la même, on devient inconfortable. Exactement. Voilà. Alors l'objectif de la fenêtre chauffante pour créer ce confort-là, c'est pas chaud. Tout ce qu'on fait, c'est d'amener la température du vitrage à la même température que l'ambiant. Exemple, s'il fait 21 degrés Celsius dans une pièce, on amène le vitrage à 21 degrés Celsius, ou tout proche. Alors, ça fait en sorte que s'il n'y a pas de différence de température, il n'y a pas de transfert de chaleur. Alors, s'il n'y a pas de transfert de chaleur, la température se trouve être uniforme un peu partout dans la pièce. Alors, ça a été intéressant. Ces constatations-là, ils ont été expérimentées en laboratoire. Et au tout début, lorsqu'on voulait, l'objectif, c'était de vendre du confort. Mais les chercheurs d'Hydro-Québec, lorsqu'ils ont validé certaines données, ils se sont rendus compte que ça créait des économies. Ça peut paraître paradoxal, chauffer une paroi et créer des économies. Ça n'en crée parce que lorsque la température ambiante est à 20 degrés Celsius ou 22 degrés Celsius dans une maison qui n'a pas de verre chauffant, on est obligé de la monter un peu plus haut pour compenser des pertes thermiques qu'il y a sur le bord de la fenêtre. Mais si la température du vitrage est maintenue, mettons, à 20 degrés Celsius, on peut légèrement baisser le set point de nos chauffages, donc demander moins d'énergie pour chauffer la maison. Le résultat, ma mère disait, on chauffe le dehors. À ce moment-là, on s'empêche finalement. Là, si ça empêche de chauffer dehors. Alors, c'est sûr que si on regarde au niveau du design de la fenêtre, on se trouve à avoir une surface qui est conductrice, mais conductrice d'électricité qui va générer de la chaleur. Mais aussi, on a une autre surface qui, elle, va réfléchir la chaleur. On ne veut pas chauffer le dehors. On veut que la chaleur générée par la surface conductrice soit réfléchie par ce revêtement-là, et pour éviter qu'il y ait trop de pertes par transfert. On doit donc détourner une certaine forme de rayon? Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Bien, lorsqu'on chauffe, on chauffe via un élément électrique, parce que cette surface-là, c'est un élément électrique. Lorsqu'on l'amène à une certaine température, il se trouve à irradier. Il irradie quoi? Des infrarouges. Ces infrarouges-là, s'ils vont vers l'extérieur, vont chauffer vers l'intérieur, vont chauffer la maison. S'ils s'en vont vers l'extérieur, bien, ça va être des pertes nettes. Alors, ces infrarouges-là, on va les réfléchir. Comment qu'on va les réfléchir? On va utiliser un revêtement LOI, un revêtement à basse émissivité. Plus l'émissivité d'un vitrage est basse, plus qu'il réfléchit de la chaleur. Alors, cette réflexion-là fait en sorte que la chaleur générée par l'élément va chauffer l'intérieur, et ce qui normalement serait une perte parce qu'il serait irradié à l'extérieur va être réfléchi vers l'intérieur. Ça peut paraître un peu technique, là, peut-être. Mais c'est qu'on part vraiment du début à ce moment-là. Là. On part de quel genre de rayon fait quoi pour en arriver à un résultat que l'on pense que ça va être comme ça théoriquement. Et finalement, ça marche du côté pratique aussi. Il y a une belle fierté là-dedans. Oui, il y a une grande fierté. Oui, je la vois dans votre visage, la fierté. Oui. Quelles sont les applications de ce verre-là? Ce n'est pas simplement pour le commercial, on peut le prendre aussi pour le résidentiel, on l'a dit. Je dirais que principalement, à l'heure actuelle, c'est pas un produit qui lève autant qu'on aurait espéré, mais il y a plus d'engouement
pour le secteur commercial, comme par exemple dans la restauration, dans les piscines publiques, parce que souvent dans les piscines publiques, on a des surfaces vitrées, et étant donné que le taux d'humidité est très élevé, alors si la paroi du vitrage n'est pas légèrement chauffée, mais il va y avoir de la condensation. Alors, pour éviter qu'il y ait des gros systèmes de ventilation pour justement éliminer cette condensation-là, mais un simple vitrage chauffant fait le travail. À l'Université Laval, entre autres, c'est ce qu'ils ont installé. Il y en a plusieurs piscines où ça s'est installé, plusieurs hôtels où ce type de technologie-là est installé. Mais on voit que c'est vraiment au niveau commercial que ça a le plus d'impact. Ouais. Au niveau résidentiel, éventuellement, ça va avoir... c'est parce que c'est un peu méconnu. Surtout, on pense que c'est très dispendieux, mais comme je mentionnais tantôt, il y a des économies d'énergie qui peuvent être créées, mais aussi le fait qu'il y a beaucoup de confort, même pour une petite maison unifamiliale. L'endroit où il y a le plus de pertes dans une petite maison unifamiliale, c'est par la fameuse porte patio, qui est dans la cuisine généralement, et il y a de la fraîcheur continuellement. Alors, on est obligé de monter le thermostat pour créer un confort. Ça, c'est une belle application. D'ailleurs, La Flamme avait principalement développé ce produit-là pour ça. Mais à l'époque, je dirais qu'aujourd'hui, peut-être c'est différent, mais à l'époque, le coût de fabrication était beaucoup plus élevé. Alors là, il y a une période de redémarrage de ce type de produit-là. Donc, les gens peuvent s'informer chez Prelco, ça peut générer de belles économies d'énergie, vous l'avez dit. Oui, ça peut générer des économies d'énergie, mais si on veut le confort, ça ne coûtera pas plus cher générer du confort. Michel Anglais, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Restez là, on vous revient immédiatement après la pause. Marc Larouche est habillé par la boutique L'Ensemblier du Centre commercial Rivière-du-Loup. Toute l'équipe de Faire autrement, diffusée sur Ma TV Bas-Saint-Laurent, remercie l'Ensemblier du Centre commercial Rivière-du-Loup pour sa participation. Le salon d'esthétique Marie-Josée Vaillancourt, nouvellement aménagé au 46 rue Saint-Cyril à Rivière-du-Loup, est très heureux de s'associer à la série Faire autrement. Merci au salon d'esthétique Marie-Josée Vaillancourt de Rivière-du-Loup. Lorsque quelqu'un innove, crée une invention, ça prend d'un autre côté des gens qui acceptent de l'essayer, d'en faire le test pour voir si ça fonctionne vraiment et comme on veut. Ça a été le cas ici à la Cage aux Sports de Rivière-du-Loup pour le verre chauffant développé par Prelco. C'est ici qu'a été installé le tout premier prototype. Alors, Paul Thibault, propriétaire de la Cage aux Sports au centre commercial Rivière-du-Loup, vous avez fait installer ces fenêtres chauffantes de Prelco. J'imagine qu'à moins 30 degrés à l'extérieur en hiver, les places près des fenêtres n'étaient pas très populaires. Oui. Il faut savoir que quand on a fait installer ces portes-là, c'est lors de la rénovation de 2005, donc c'était un prototype pour Prelco. Ils s'en sont servis d'ailleurs souvent pour montrer à des clients qui les amènent ici régulièrement pour leur montrer le fonctionnement de tout. On avait un mur solide, pas de fenêtre. Alors quand on a rénové en 2005, c'était en plein hiver, on avait le choix entre des portes de garage qui sont, parce que je l'ai vu, vraiment pas étanches et le froid, il y avait un corridor de froid, ou ces fenêtres-là qui étaient un prototype de Prelco. Et on a opté évidemment pour ces fenêtres-là qui sont encore là aujourd'hui. Et effectivement, ça évite le corridor de froid à l'intérieur, donc le client est beaucoup plus confortable. Ça veut dire que la fenêtre ne chauffe pas, mais on est quand même confortable. Si on se met la main carrément dans la fenêtre à moins 20, la fenêtre est à 21-22 degrés, donc température ambiante d'été. On sent aucune fraîche quand on est sur le bord de la fenêtre. Est-ce que l'installation a demandé des considérations particulières? Non, pas vraiment, parce que dans les plans de rénovation, c'était prévu. Donc, on a bâti le mur extérieur en fonction de recevoir les portes en question. Les commentaires des gens suite à l'installation? Bien, les gens s'en aperçoivent pas vraiment. Mais quand j'en fais la démonstration, je dis aux clients, parce qu'il y a des clients à l'occasion qui m'ont dit non, pas sur le bord de la fenêtre, il fait froid, on va geler.
Et je leur dis non, venez mettre votre main dans la fenêtre est chauffante et puis on sent vraiment pas un corridor de froid. Alors, les gens dans le salon, ils font « Wow, c'est quoi cette affaire-là? » Et c'est là que je leur explique comment ça fonctionne. Parce qu'on revient évidemment à l'interrogation de départ, à la raison de départ, c'est que les places là, sur le bord des fenêtres, à moins 30 degrés dehors, il ne devait pas avoir grand monde. Dans tous les restaurants, je crois que c'est un phénomène qui est partout, dans le fond. Quand on est assis sur le bord d'une verrière, sur le bord d'une fenêtre en plein hiver, si le vent est du mauvais bord spécialement, c'est vraiment pas confortable. On a souvent l'épaule gauche qui refroidit puis l'épaule droite qui est à chaleur. Ça fait que c'est pas confortable. Il y a des fils, il y a de l'électricité qui passe dans ces fenêtres-là, mais on les voit pas. Oui, absolument. Si on regarde, là, il y a des... on voit ça souvent dans les fenêtres, là, les lignes bleues qu'on voit qui peuvent paraître décoratives, mais dans le cas ici, ils ne sont pas décoratives, ils sont fonctionnels. Alors, les lignes bleues, c'est tout simplement des éléments chauffants. Et ils sont reliés évidemment avec un thermostat domestique, un thermostat qu'on retrouve dans les maisons et dont on ajuste la température. On peut la mettre à 5 degrés comme on peut la mettre à 25 degrés. Et c'est le choix de la personne qui l'a. Paul Thibault, merci beaucoup. Merci. La CEF du Grand Portage a conçu une application pour le web et les téléphones intelligents qui vous permet de planifier les moments importants de votre vie. Avoir un enfant, acheter ou louer une maison, acheter une voiture, tout y est. Aujourd'hui, on découvre cette application téléchargée plus de 2500 fois avec Sonia Saint-Pierre. En 2011, nous, on a conçu un budget qui s'appelait Budget en ligne. OK? Puis, suite à ça, on a eu envie d'explorer davantage le web, puis d'explorer aussi l'univers des applications mobiles. C'est à partir de ça, finalement, que tout a déboulé. Puis, en 2012, c'est ça, on est allé chercher du financement auprès de l'Autorité des marchés financiers et on a commencé à travailler là-dessus. Qui l'a conçu? C'est nous. C'est nous. Puis on a fait appel à des concepteurs, programmeurs et tout ça. Là. Puis maintenant, mais c'est nous qui est à la base de ce projet-là. Il est disponible depuis? Depuis 2013, on a sorti nos 2 premiers sujets qui touchaient l'arrivée d'un premier bébé, l'achat d'une voiture usagée. Puis on a récidivé, si on veut, en 2015. Juin 2015, on vient tout juste de faire le lancement avec nos deux autres sujets. Planifier la retraite, puis l'achat d'une habitation, à savoir est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on y retrouve? Est-ce que c'est principalement des calculs mathématiques, des concepts? Non. Bien, à la base de la planification de tout projet, il y a toujours le budget et l'épargne. Bien, c'est sûr que ce qu'on y retrouve d'abord, c'est comme si on prend la planification de la retraite, parce que c'est nos sujets là, qui viennent de sortir, et l'habitation, c'est de réfléchir à ces projets-là aussi. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui commencent à planifier leur retraite. Hein? On le sait, hein? On commence par planifier d'autres projets avant de planifier la retraite. Mais nous, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est de sensibiliser les jeunes adultes particulièrement, mais la population en général, de mettre de l'argent de côté le plus rapidement possible. Et... mais non, c'est pas juste des calculs. On trouve plein d'informations. On trouve des mises en garde. Dans le fond, c'est sous la forme d'un to-do list, des actions à compléter, des actions à cocher. Au fur et à mesure que les actions sont faites, on vient les cocher. Et on trouve plein d'informations aussi, toutes les étapes, toutes les démarches. Comme je disais tantôt, il y a plein de conseils, des mises en garde. Comme dans le cas de l'arrivée d'un premier bébé, par exemple, bien, on trouvait... c'est du début de la grossesse à aller jusqu'à la fin de la première année de vie. Toutes les étapes, toutes les démarches aussi pour aller chercher les différents programmes gouvernementaux. Dans le cas de la retraite, il y a plein d'informations. Il faut aller voir. Ça s'adresse principalement aux jeunes dans le cas de bébé ou d'achat de première maison, par exemple? Adultes, mais non, pas nécessairement. L'achat d'une première maison, ça peut arriver à tout âge. Hein.
La planification de la retraite aussi. Mais plus on y pense tôt, plus les sommes vont être substantielles à la retraite. Donc, on invite les gens à l'utiliser le plus rapidement possible. Puis, en fait, c'est que ce que ça permet de faire, bien, l'application, en fait, elle rassemble plein d'informations. Puis toutes les informations dont on a besoin de savoir. C'est facile d'accès, facile à utiliser également. Des fois, c'est ce que les gens disent « Ah, moi, je suis pas trop à l'aise avec les applications. » Est-ce que c'est complexe à utiliser? Non, pas du tout. C'est accessible sur le web. C'est accessible, c'est une application mobile aussi. Vous pouvez la télécharger à partir des boutiques en ligne sur Google Play et iOS, sur Apple. Et non, vous la téléchargez. Quand elle s'ouvre, vous choisissez un événement, puis l'événement qui vous intéresse. Puis à partir de là, bien, vous regardez les différentes actions à faire, puis au fur et à mesure que vous les faites, vous les cochez. C'est une innovation d'ici. Est-ce que ça a été exporté ou ça le sera? Exporté? Non, bien nous, on a envie d'aller plus loin avec cette application-là, bien évidemment. Puis, mais exporté, bien, c'est notre bébé à nous, donc c'est sûr. Mais c'est accessible, tous les gens peuvent l'utiliser, puis c'est gratuit, en fait. On a parti avec 2 sujets, il s'en est rajouté 2 autres, donc à l'infini, on peut ajouter différents types de sujets. Oui, c'est planifier les événements de la vie, les moments importants de notre vie. Il peut y avoir toutes sortes d'événements dans la vie qui nécessitent de planifier, justement, planifier son budget, planifier les différentes étapes. Le but, en fait, c'est de faire les meilleurs choix possibles puis d'être outillé. Quels ont été les commentaires des premiers utilisateurs? Bien, tout le monde est ravi. Là. Tout le monde a trouvé l'application super intéressante. Puis en plus, c'est sûr qu'on a eu d'excellents commentaires aussi des chroniqueurs en finances personnelles, des grands quotidiens là, qui, dans leurs chroniques, là, viennent utiliser. Mais c'est ça, ils regardent un peu qu'est-ce qui se fait là, en termes d'application au niveau des finances personnelles et tout ça. Puis on est coté parmi les meilleurs. Madame Saint-Pierre, merci. Bien, ça me fait plaisir. Suivez l'équipe de Faire autrement sur les réseaux sociaux. L'émission par excellence traitant de la recherche, de l'innovation et du développement au Bas-Saint-Laurent est présente sur Facebook, sur la page Faire autrement. Découvrez les sujets et le contenu des prochaines émissions, les invités et des photos de tournage. Abonnez-vous dès maintenant. Suivez aussi l'équipe de Faire autrement sur le réseau Twitter. Inscrivez-vous à l'adresse @infofaire. Vous pourrez clavarder pendant les émissions, faire vos commentaires et suggestions et même y retrouver des anecdotes de tournage. Voilà, on a eu une autre preuve à l'émission d'aujourd'hui qu'avec une bonne idée, on peut aller très loin et innover dans la vie. Et vous aussi pouvez faire la différence jusqu'à notre prochain rendez-vous en pensant à différentes manières de faire autrement. Au revoir, à la semaine prochaine.